Mes chers amis, bonjour. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Merci de m'avoir invité. Merci du choix du sujet. Parce qu'on n'en parle jamais. On parle toujours du diabétique de type 2, type 2, type 2, et on ne parle jamais du diabétique de type 1. Sachez que malheureusement, le Maroc est dans le top 10 des pays où la prévalence est la plus élevée dans le diabète de type 1. Et on n'en parle jamais. Donc aujourd'hui, comme le diabétique de type 2, pour le diabétique de type 1, il y a aussi des recommandations. Donc je vais me baser, bien sûr, pour ma présentation, sur les dernières recommandations américaines et européennes en matière de la prise en charge du diabète de type 1, ainsi que des dernières recommandations américaines 2024 pour la prise en charge du diabète de type 1. Ces recommandations disent exactement la même chose. Vous le savez, je n'ai rien, bien sûr, de nouveau à vous, bien sûr, rajouter concernant la classification. Vous savez que depuis l'UKPDS, depuis 1998, on ne classe plus le diabète en fonction du traitement. On classe le diabète en fonction de l'éthiopathogénie, comment il est survenu. Ce n'est pas parce qu'on donne de l'insuline qu'on va dire que c'est un diabétique de type 1. Non. Alors, un diabétique de type 2 peut, en fin de course, bien sûr, avoir besoin d'une insuline et on va dire que c'est un diabétique de type 2 insulino-traité. Donc, on classe le diabète en fonction de l'éthiopathogénie. Donc, diabète de type 1 a remplacé l'ancienne appellation DID et diabète de type 2, l'ancienne appellation DNID. Et pour la classification du diabète, il y a 4 grands chapitres. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2, les autres types de diabète, et dans les autres types de diabète, il y en a tellement. Il y a le diabète monogénique, il y a les défauts génétiques, le lépressionnisme, les diabètes liés à des anomalies du pancréas, etc. Et le diabète gestationnel. Ça, c'est les 4 grands chapitres. Mais comme on va parler du diabète de type 1, dans le diabète de type 1, sachez que les recommandations, lui aussi, l'ont classé en 3 niveaux. Il y a le diabète de type 1 de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Pour faire la différence, le diabète de type 1 de niveau 3, c'est un diabète de type 1 classique que vous connaissez, c'est-à-dire syndrome polyuropolydipsique, etc. Clinique, il est là, avec une glycémie élevée et une hémoglobine glyquée élevée. Si je vais à l'autre extrême, qui est le diabète de type 1 de niveau 1, c'est un diabète de type 1 où il n'y a aucune anomalie biologique. La glycémie est strictement normale. L'hémoglobine glyquée est strictement normale. Aucune symptomatologie clinique. Qu'est-ce qu'il y a? Des anticorps qui sont positifs. Pourquoi on les a cherchés? Peut-être parce qu'il y a des antécédents familiaux, parce que, etc. Et on est tombé sur des anticorps dirigés contre le pancréas. On va dire que c'est un diabétique de type 1 de niveau 1. Donc, et entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de symptomatologie, il y a des anomalies de la glycémie avec des anticorps positifs. C'est le diabète de type 1 de niveau 2. Comment survient le diabète? Allahu alam. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que, bien sûr, quand on est né avec un capital en cellules bêta-pancréatiques qui est de 100%. Il y a quelque chose qui arrive, un événement déclenchant. Oui, il y a des hypothèses, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui arrive qui va faire qu'il va y avoir ce qu'on appelle une insulite. Bien sûr, les cellules bêta-pancréatiques vont subir une inflammation. Cette inflammation, bien sûr, va les détruire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que chez le diabétique de type 1, il y a une destruction rapide des cellules bêta-pancréatiques. Il va se créer, suite bien sûr à un événement X, la création d'anticorps, la création bien sûr d'une attaque auto-immune, et c'est pour ça qu'on va développer des anticorps dirigés contre les cellules bêta-pancréatiques. Et quand 90% des cellules bêta-pancréatiques sont détruites par cette agression auto-immune, donc je reviens, c'est une maladie auto-immune. Par cette agression auto-immune, 90% des cellules sont détruites. C'est là où est déclenché le diabète de type 1, le fameux syndrome polyuropolydipsique, etc. Donc ça, c'est le diabète de type 1. Donc, vous l'avez compris, c'est une histoire d'auto-immunité. Pourquoi il y a ça? Il y a certainement des événements déclenchants. Il y a des virus qui ont été incriminés. Notre changement du mode alimentaire qui a été incriminé. Le stress qui est incriminé. Il y a énormément de choses qui vont faire en sorte
que l'organisme va fabriquer des anticorps dirigés contre ces cellules bêta-pancréatiques. Ils vont les détruire et c'est pour ça qu'on va développer ce fameux diabète de type 1. Donc, il y a histoire d'anticorps. Donc, pour le diabète de type 1, il y a des anticorps qu'on va doser pour savoir est-ce que notre patient est diabétique de type 1 ou pas. Il y a les anticorps anti-îlot de Langerhans, il y a les anticorps anti-GAD, il y a les anticorps anti-IA2 et n'oubliez pas les anticorps anti-ZNT8. Donc ça, c'est des anticorps qu'on va trouver quand vous avez un diabète de type 1. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Si vous avez un de ces anticorps, ça veut dire que vous avez un diabète de type 1. Maintenant, le problème se pose, c'est que quand vous n'avez aucun de ces anticorps, on en discutera tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a des hypothèses. Il y a bien sûr, pourquoi on développe un diabète de type 1. Au fait, on ne sait pas, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a incriminé énormément de choses, on a même incriminé des virus diabétogènes. Il y a aussi un petit peu de la génétique. Il y a aussi un petit peu de la génétique. Donc, il y a les gènes qui vont interférer les uns avec l'autre, d'autres gènes qui vont interférer avec l'environnement. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a trouvé qu'il y a des populations qui sont susceptibles de développer un diabète de type 1, contrairement à d'autres. Donc, il y a l'auto-immunité, il y a certainement des virus, bien sûr, qui en sont responsables, et il y a aussi un petit peu de génétique. La question qui se pose fréquemment en consultation: docteur, j'ai un diabète de type 1. D'accord, je l'accepte. Quel est le risque pour que mon frère, pour que mon fils, pour que mon enfant ait un diabète de type 1? Sachez que quand vous avez un diabète de type 1, si c'est le père qui est diabétique de type 1, le risque que son fils soit diabétique de type 1 est de 4 à 8%. Là, quand c'est la mère, c'est de 2 à 4%. Fort heureusement, le diabète de type 1 est bien sûr le diabète le moins fréquent. Maintenant, n'oubliez pas le LADA. Vous le connaissez tous, le diabète de type 1 lent. Ce diabète qui apparaît comme un diabète de type 2. Alors, en fait, ce n'est pas un diabète de type 2, c'est avec le temps, le patient va développer, bien sûr, il va rapidement détériorer son équilibre glycémique. Là, vous dites, ah, peut-être que je suis passé à côté, vous dosez des anticorps, vous allez les trouver positifs, vous dites que c'est un diabète de type 1 lent. C'est-à-dire que l'agression auto-immune, elle a été beaucoup plus lente. Maintenant, le diagnostic. Est-ce qu'il y a une différence entre diagnostiquer diabète de type 1 et de type 2? C'est pareil, c'est kiff-kiff, c'est les mêmes normes, c'est les mêmes objectifs. La seule différence, c'est que dans le diabète de type 1, il y a des anticorps, et dans le diabète de type 2, il n'y a pas d'anticorps. Les anticorps, je les ai cités tout à l'heure. Mais le diagnostic, je l'ai dit, c'est exactement la même chose. Hémoglobine glycée supérieure à 6,5, glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26, c'est exactement la même chose que diabète de type 2. Maintenant, vous l'avez compris, vous suspectez un diabète de type 1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez doser des anticorps. Vous allez les doser. Si vos anticorps sont positifs, parfait, c'est un diabète de type 1. Où le problème se pose, c'est quand vous trouvez des anticorps qui sont négatifs. Vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est un patient qui est jeune, c'est un patient qui a maigri, c'est un patient qui a fait un syndrome polyurédipsique, c'est un patient qui a de l'acétone. Je le mets sous insuline, il répand. Mais quand je dose les anticorps, je les trouve négatifs. Ça, c'est qu'il y a 5 à 10% des diabétiques de type 1 qui ne portent pas, qui ne développent pas d'anticorps. Ils vont peut-être les développer après. Que disent les recommandations? À ce moment-là, il faut voir l'âge du patient. L'âge du patient, s'il est moins de 35 ans ou plus de 35 ans. À ce moment-là, vous allez doser ce qu'on appelle le C-peptide. Et c'est le C-peptide qui va vous guider. Pour résumer, si vous avez un C-peptide à moins de 200, avec bien sûr un âge moins de 35 ans, c'est un diabète de type 1. Je l'ai dit ce matin pour ceux qui étaient là, on ne peut pas être diabétique de type 2, là je reviens au diabète de type 2, si on n'a pas les deux composantes, de la résistance à l'insuline et de l'insulinopénie. Il y a un cas particulier où il n'y a pas de résistance à l'insuline, c'est le diabète de type 2 monogénique. Donc c'est le seul cas où il n'y a pas de résistance à l'insuline et on le retrouve ici. C'est-à-dire c'est un sujet jeune, bien sûr, qui apparaît comme étant un diabétique de type 1, mais il a des C-peptides qui sont positifs. Donc bien sûr, au-delà de 35 ans, la norme du C-peptide, elle change. Donc ça, c'est pour poser le diagnostic du diabète de type 1. Quand vous avez des anticorps négatifs. Maintenant, le suivi.
il est identique au diabétique de type 2, sauf dans certaines, bien sûr, dosages. Par exemple, comme on a un diabète de type 1, ça veut dire qu'on est sujet à développer d'autres maladies auto-immunes. Attention à la thyroïde, c'est-à-dire que dans le cadre du suivi, il faut inclure la TSH bien sûr dans le suivi. Oui, dans les diabètes de type 1, il faut doser des anticorps anti-TPO au moins une fois pour voir est-ce que votre patient, avec le temps, il va développer une maladie auto-immune. Est-ce qu'il va aller chercher l'autre, la maladie cœliaque, bien sûr les surrénales? Non, c'est en fonction du contexte clinique que vous allez voir est-ce que vous allez chercher d'autres maladies auto-immunes ou pas. Donc ça, c'est concernant le suivi des patients diabétiques de type 1 adultes. Là, j'en ai parlé de la TSH, j'ai parlé des anticorps anti-TPO, j'ai parlé aussi de la maladie cœliaque, de tout le reste. Mais les anticorps anti-GAD, anti-IA2, anti-ILO, anti-ZNT8, vous les demandez une fois dans la vie. Si vous les avez, ils sont positifs, c'est bon, ils sont positifs, vous n'allez pas les suivre. Donc, ils sont là, ces anticorps, uniquement pour poser le diagnostic, est-ce que c'est un type 1 ou pas. On a parlé un petit peu du diagnostic, du suivi. Les objectifs thérapeutiques, elles sont les mêmes, c'est la même chose. Bien sûr, attention, rappelez-vous de l'étude EDIC que vous connaissez tous. Vous savez l'équivalent de l'étude UKPDS chez le diabétique de type 2, il y a l'étude EDIC chez le diabétique de type 1. Cette étude EDIC, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que plus l'hémoglobine glyquée est élevée chez le diabétique de type 1, plus il a de risques de développer des complications, essentiellement microvasculaires. Donc là, c'est l'étude EDIC. Cette étude EDIC, d'études DCCT, ces patients-là, on les a suivis 10 ans après. C'est ce qu'on appelle l'étude EDIC. Et on a constaté que les patients qu'on a bien équilibrés au diagnostic, alors qu'ils sont diabétiques de type 1, ils vont continuer à bénéficier, bien sûr, à faire moins de complications essentiellement microvasculaires parce qu'on les a bien équilibrés au début de la maladie. C'est l'histoire de la mémoire glycémique. Comme elle existe chez le diabétique de type 2, elle existe aussi, cette mémoire glycémique, chez le diabétique de type 1. Donc ne dites pas, non, non, c'est pas grave, le diabétique de type 1, il ne va faire des complications qu'après, c'est pas comme type 2, on va trouver des complications des fois dès le diagnostic. Non, acharnez-vous à équilibrer, bien sûr, vos patients diabétiques de type 1, parce que si vous les équilibrez tôt, ils vont continuer à bénéficier à long terme de cet équilibre. Ça, c'est très important. Les dernières recommandations, les traitements. Comment on va traiter le diabétique de type 1 selon les dernières recommandations 2024? Vous savez, un diabétique de type 1, quelle est son anomalie? C'est son pancréas qui ne fonctionne pas. Tout simplement. Donc, le pancréas d'un sujet non diabétique, qu'est-ce qu'il fait? Un sujet non diabétique, son pancréas sécrète en permanence de l'insuline. Et avant chaque repas, le pancréas il va faire un pic. Donc, on a le débit de base, bien sûr, l'insulinémie de base, c'est la sécrétion continue du pancréas. Et avant chaque repas, pour contrôler, bien sûr, le repas, on va faire un pic. Donc, c'est le pic insulinique de la prandiale. Donc, le traitement d'un sujet diabétique de type 1 doit essayer de mimer au maximum ce que fait le pancréas d'un sujet non diabétique. Donc, un diabétique de type 1, dans son traitement, il doit avoir de l'insuline basale en continu pour reproduire un petit peu ce que fait un pancréas non diabétique. Et avant chaque repas, le patient, il va manger, il va faire un pic, mais son pancréas ne répond pas. Il lui faut de l'insuline rapide pour contrôler la glycémie postprandiale. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas 10 000 schémas. Le meilleur schéma chez le diabétique de type 1, c'est le basal bolus. Et ça, c'est indiscutable. Oui, il y a des fois où on va faire des schémas à 3 injections. Mais là, c'est malheureux. Je le dis, je le redis. C'est malheureux de donner prémix chez le diabétique de type 1. C'est malheureux de voir des diabétiques de type 1 avec une prémix le matin et une prémix le soir. S'il vous plaît, il y a un seul message aujourd'hui. Ne le faites plus. Un diabétique de type 1, même s'il refuse le basal bolus, Allahumma amish wa la'amar. Je suis désolé de le dire de cette manière. S'il n'y a que la prémix, au moins rajoutez-lui une rapide à midi. Mais sachez qu'il va être mal équilibré. D'accord? Donc, un diabétique de type 1
doit bénéficier d'un schéma basal-bolus. Ça, c'est indiscutable. Une insuline basale, avec n'importe quelle insuline que vous voulez, mais il doit avoir une insuline basale pour couvrir les 24 heures et une insuline rapide avant chaque repas. D'ailleurs, les dernières recommandations, qu'est-ce qu'elles nous disent concernant les schémas thérapeutiques? Oui, c'est vrai que regardez la ligne en haut, c'est bien, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle dit, la ligne en haut? Elle dit que vous allez donner des analogues rapides avant chaque repas avec une insuline analogue lent le soir. Donc, ça, c'est le meilleur traitement, c'est-à-dire il y a le plus de flexibilité. Moi, je suis jeune, j'ai 30 ans, j'ai 29 ans, j'ai 20 ans. Je veux me réveiller à 8 heures du matin, je veux me réveiller à 10 heures du matin. Je pique et je mange. D'accord? Donc, il y a une flexibilité. Ça donne moins de risques hypoglycémiques. Ce n'est pas comme les prémixés. Et malheureusement, ça coûte plus cher. Et si je vais à la dernière ligne, regardez, c'est ce qui coûte le moins cher. Mais malheureusement, c'est là où il y a prémix le matin, prémix le soir, avec une rapide à midi. Donc là, il y a moins de flexibilité. Le patient, il doit vraiment manger à heure fixe, etc. Et manger pratiquement toujours la même chose. Le risque hypoglycémique est très important. Vous allez avoir une bonne hémoglobine glyquée, mais au prix de quoi? Au prix d'hypoglycémie, donc ça c'est malheureux. Donc vous l'avez compris que le meilleur schéma, c'est donner une insuline basale avec des analogues rapides avant chaque repas et une insuline lente analogue le soir. Donc ça c'est les schémas thérapeutiques. Le top, le summum, c'est d'avoir ça, c'est d'avoir les pompes à insuline, mais à boucle fermée, c'est-à-dire d'avoir bien sûr une pompe à insuline. Regardez les pompes à insuline qui communiquent avec des capteurs. C'est ce qu'il y a de plus cher, mais c'est ce qui donne le moins de risque hypoglycémique. Et c'est là où la flexibilité est la meilleure. Le patient, il veut manger, on doit lui apprendre, parce qu'il y a l'insulinothérapie fonctionnelle. On peut bien sûr lui apprendre à gérer les sucres, les sucreries, comment les manger, etc. Donc, mais ça se fait bien sûr, idéalement, avec des pompes à insuline. Oui, il y a des pompes où il n'y a pas la boucle fermée. Il y a les pompes avec, bien sûr, le fil. Regardez le développement, ça, 1970, c'est les premières pompes. Il fallait la porter derrière le dos. Après, il y a eu les pompes avec fil. Mais aujourd'hui, il y a les pompes patch. Il y a l'Omnipod. Vous allez me dire, c'est de la science-fiction. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Au Maroc, on a ça. Au Maroc, on a les pompes patch à insuline, la TouchCare Nano. Donc, c'est une pompe qui existe au Maroc. Regardez sa taille. Donc, c'est un réservoir qu'on remplit avec de l'insuline analogue rapide. Bien sûr qu'on va programmer grâce à un petit logiciel. Et elle a aussi ces fameux capteurs, bien sûr, de glycémie. Nous, on suit que ce qui vient de l'étranger, freestyle. Je suis désolé. Il y a d'autres choses au Maroc. Oui, ça se fait. Je ne sais pas si je peux le dire, Kenza, mais avec Kenza Ben Omar, Dr Ben Omar et moi-même, nous avons créé un centre de traitement par pompe à insuline qui est opérationnel, où on place ce type de pompe, bien sûr, les TouchCare Nano, donc, et ça marche très très bien, et ça existe au Maroc. Maintenant, les objectifs chez le type 1, comme type 2, rien ne change. La même chose, vous avez un objectif d'hémoglobine glyquée, mais je passe à ces diapos et ça va être ma dernière pour qu'on puisse discuter un petit peu. Nous, on est fixé chiffres et on est fixé technologie. Aujourd'hui, tous nos patients ramènent les fameux freestyle, les fameux Makesh, quel que soit son niveau socio-économique. Aujourd'hui, on a des patients qui portent ces fameux capteurs, mais on n'en profite pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obsédés par leur glycémie. Ils font que scanner. Ah, je suis monté, je suis descendu. Non, il faut les exploiter, cette technologie. Et cette technologie, regardez, elle dépasse l'hémoglobine glyquée. C'est-à-dire qu'un patient, il faut voir ce qu'on appelle le time in range, c'est-à-dire le temps qu'il a passé dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous vous êtes fixé, un patient doit être entre 0,7 et 1,80 g. Pour dire qu'un patient est bien équilibré, il doit passer plus de 70% de son temps
bien sûr, de sa journée avec des glycémies qui sont comprises entre 0,7 à 1,80. Si, avec cette technologie, vous arrivez à lire tout ça, c'est magnifique. Cette technologie vous donne énormément de choses. Le nombre d'hypo, la fréquence d'hypo, la variabilité glycémique. Mais je sais que des chiffres, et je vous remercie.